Déjà, la lecture m'a apporté la clarté d'esprit. Ce tiraillement qu'il y a dans ce livre entre la tradition et l'ouverture à un autre monde. Comment faire pour évoluer ou grandir dans un environnement qui nous est étranger. Parce que c'est un livre qui me permet de me reconnecter à ma tradition, même si certains pensaient que c'est la négritude des Camara Laye, c'est une négritude qui est un peu rosée. Il y avait un point de vue qui était très différent entre Léopold Sédar Senghor et Ahmed Sékou Touré. Les Sénégalais sont un peu similaires aux Français dans le fait qu'ils ont un complexe de supériorité par rapport à leurs voisins. Le problème en soi, ce n'était pas la position de Sékou Touré. Est-ce que le problème, ce n'était pas juste le fait qu'il était seul? Pour moi, la colonisation n'a rien apporté de bien à l'Afrique parce que Macron, il dit beaucoup de conneries, mais François Fillon lui répond en gros que c'est pour partager leur culture. Moi, j'aime beaucoup Dominique de Villepin. On a un complexe d'infériorité. Nos tirailleurs étaient les préférés des Français parce qu'ils avaient droit à des desserts. les desserts. Et Macky Sall, ça a été une catastrophe. Mohamed, Oui. si on pénétrait dans ta bibliothèque intérieure, celle qui t'a construit, quels sont les 5 livres qu'on trouverait en premier? En premier, on trouverait L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Ok. Pourquoi l'aventure ambiguë? L'aventure ambiguë parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai découvert quand j'étais au lycée en Guinée, qui retrace l'histoire d'un jeune qui s'appelle Samba Diallo, qui va quitter son pays pour des études de philosophie en France. Lors de ces études, il fera face à une interrogation qui est de savoir comment faire pour évoluer ou grandir dans un environnement qui nous est étranger. C'est donc ce tiraillement qu'il y a dans ce livre entre la tradition et l'ouverture à un autre monde qui m'a marqué, et ce livre permet de répondre à cette question qui m'accompagne toujours. D'accord. Le deuxième livre, ce sera L'enfant noir de Camara Laye, parce que c'est un livre qui me permet de me reconnecter à ma tradition. À chaque fois que je lis ce livre, c'est un rappel pour moi vers soi. Ma tradition, le rapport avec la famille, l'importance de la culture. Surtout, depuis que je suis en Europe, ce livre me rappelle constamment à soi, à me reconnecter à mes racines et ne pas oublier d'où je viens et être enraciné. D'ailleurs, les deux livres sont quand même assez similaires, hein, L'enfant noir et l'aventure ambiguë. Sauf que, bon, c'est vrai qu'un se déroule au Sénégal, l'autre se déroule en Guinée, mais quand tu racontes l'histoire qui est racontée, quand tu regardes l'histoire qui est racontée, pardon, elle est très similaire. Oui. Y a l'aventure ambiguë, c'est vrai qu'elle va un peu plus loin dans le sens où elle raconte l'enfance, mais elle raconte aussi l'âge adulte au moment où le personnage principal il part en Europe Oui. et il raconte sa vie en Europe, alors que l'enfant noir s'achève vraiment au moment où il prend l'avion pour partir. Exactement, c'est ça. C'est un livre qui est autobiographique de l'enfance à l'adolescence, ou peut-être le départ pour l'étranger. Oui. L'aventure ambiguë, va un peu plus loin, et même jusqu'au retour. Oui. Après les études c'est de vrai, philosophie. c'est vrai, il y a le retour aussi à la fin. Il y a le retour aussi à la fin. Ok, donc l'enfant noir, l'aventure ambiguë. Donc ça ne m'étonne pas que du coup, il y ait les deux dans ta liste. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans ta liste? Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? C'est Le prophète de Khalil Gibran, qui est un poète libanais. C'est un livre qui m'a marqué parce qu'il raconte l'histoire d'un monsieur qui a séjourné dans un village pendant plusieurs années. Lors de la séparation avec les habitants, il va échanger quelques enseignements avec les habitants autour de l'amour, de la joie, le bonheur, la souffrance. Et ce livre me permet vraiment de voir le monde différemment et de voir le monde de manière très apaisée et de relativiser certaines choses de la vie. C'est vrai que le prophète, c'est un livre... alors, c'est un très petit livre. Tout à fait, c'est facilement. Je sais plus combien de pages il fait. Je crois qu'il fait 117 pages. Oui. Et je sais pas pourquoi, mais c'est un livre que je n'arrive pas à finir. Ah oui. Je n'arrive pas à finir le livre. Alors, je sais pas si c'est parce que... je sais pas si c'est l'écriture qui me gêne. Mais il y a quelque chose dans ce livre qui fait que je n'arrive pas à aller très loin. Ou peut-être, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de... La transition, elle n'est pas parfaite entre les idées. Peut-être c'est pour ça. Peut-être. Sinon, moi, vraiment, j'ai accroché. En fait, j'ai trouvé ça au début, je trouvais ça très abstrait. Oui. Et
Après, peut-être qu'il y a aussi le titre, le fait qu'il s'appelle Le Prophète. Du coup, ça crée un biais cognitif qui fait que je m'attends à ce que ce soit une sorte de prêche. Ou, je sais, franchement, je ne saurais pas le dire. J'ai même 2 exemplaires chez moi du Prophète. Je crois qu'il y en a un qu'on m'a offert ou quelque chose comme ça. Mais j'arrive pas. Je suis jamais arrivé. Mais je vais le lire. Je comptais le relire d'ailleurs. Enfin, le lire du coup. Parce que je l'ai commencé, mais je ne suis jamais allé jusqu'au bout. Je comptais le lire avant notre entretien, mais je pense que j'ai pas eu le temps de le lire et je suis pas sûr qu'on aura peut-être pas le temps d'en parler, mais je promets que je vais le finir. En tout cas, moi, personnellement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Dès les premières phrases, j'ai été accroché. Ok, super. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Ce sera le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, parce que c'est un livre qui, déjà, je l'ai aussi découvert quand j'étais au lycée. Mais avec l'âge, j'ai compris que c'est un livre qui permet d'avoir un regard critique sur l'histoire, notamment la violence intellectuelle et historique par rapport à la colonisation et les discours qui sont parfois des discours biaisés et qui doivent être déconstruits. Et c'est justement ce livre d'Aimé Césaire nous permet de faire cela. D'accord. Ok. Le numéro 5 ? Le numéro 5, ce sera L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Et parce que ce livre m'a énormément marqué parce qu'il permet le dialogue des spiritualités et des philosophies. C'est plusieurs spiritualités qui se rencontrent en vue de transmettre des enseignements à 2 adolescents qui, à leur tour, doivent les transmettre à la postérité. Ce livre m'a permis de voir le monde, en tout cas, avec une ouverture d'esprit que je n'avais pas avant. Et j'ai compris aussi à travers ce livre que le monde n'est pas... on n'est pas dans un raisonnement binaire. Vous êtes pour ou vous êtes contre. On n'est pas dans ce monde où c'est moi qui a la vérité ou alors c'est vous qui avez la vérité. Ce livre nous dit justement que nous avons tous... Il y a un mystère qui nous dépasse tous. Et donc, chacun appelle à sa manière. D'autres vont l'appeler peut-être Dieu, Jésus, Jéhovah. Mais au fond, on est tous gouvernés par ce mystère-là. C'est tout simplement les mots ou les appellations, en tout cas, qu'on donne à ce mystère-là qui changent. On a un fond commun. D'accord. Et du coup, Mohamed, pour apprendre à te connaître, dis-moi qui tu es sans me dire ce que tu fais. Ouais, belle question. Je dirais que je suis quelqu'un de très curieux. J'aime apprendre. Je m'intéresse à tout. Dès que je vois quelque chose dont je ne comprends pas, je veux savoir pourquoi cette chose elle est placée ainsi, pourquoi cette personne-là a raison de cette manière-là, d'où vient son raisonnement, son apprentissage, pourquoi elle s'habille comme... Je m'intéresse à tout. Je suis curieux et ce qui fait que au-delà de mon activité de juriste, je m'intéresse... On a dit sans me dire ce que tu fais. Ah, excuse-moi. Non, mais c'est marrant comment dès qu'on nous demande qui on est, on se sent obligé de dire ce qu'on fait, mais en fait, parce que ça n'a rien à voir souvent avec qui on est en réalité. Exactement, parce que c'est pas évident aussi de parler de soi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Pour dire en un mot, je suis quelqu'un de très curieux. Ok, et tu penses que cette curiosité-là, dans tes souvenirs, est-ce que tu penses que tu es né avec, ça te vient d'où? Est-ce qu'il y a un élément dans ton enfance qui explique cette curiosité-là? Je dirais que c'est une prédisposition divine. Ok. Parce que depuis très, très petit, je posais beaucoup de questions. Tu posais beaucoup de questions. Et parfois, en Afrique, tu sais comment ça se passe. Parfois, quand on pose beaucoup de questions... en tant qu'enfant, on ne nous pousse pas du tout à poser des questions. Exactement. On dirait tu parles trop, tu poses beaucoup de questions. Je pense que c'est une prédisposition divine. Et quand je suis venu en France, ça a été une confirmation. Je m'intéressais beaucoup à tout ce que je voyais en France, mais il y a beaucoup plus de choses quand même qui poussent à la curiosité ici que dans mon pays d'origine. Et la France a été pour moi une confirmation de cette curiosité-là. Et du coup, Mohamed, que fais-tu et surtout, pourquoi le fais-tu? Par rapport à la lecture, bien sûr. Par rapport à la lecture, par rapport à ton activité professionnelle, enfin, que fais-tu? Moi, j'aime partager. D'accord. Dès que j'apprends quelque chose, j'ai envie de partager, de transmettre. Pourquoi je le fais? Parce que j'estime que on a une obligation à l'égard des générations futures. D'accord. Il y a des anciens, ou en tout cas l'ancienne génération qui nous a transmis des enseignements que j'apprends à travers les livres des auteurs qui sont déjà passés depuis des années, mais qui continuent de me léguer des enseignements.
Et moi, à mon tour, si j'apprends ces enseignements, j'estime que je suis dans l'obligation de transmettre. C'est justement cette obligation de transmission qui m'oblige à faire ce que je fais, c'est-à-dire lire et partager à ma communauté ou aux gens qui sont à côté de moi, échanger et voir le pour et le contre, et aussi me remettre en question, envie de s'améliorer. D'accord, parce qu'on ne l'a pas dit, mais oui, du coup, tu fais du contenu sur les réseaux par rapport à la lecture. Tout à fait. Et tu partages tes lectures, tu partages tes pensées par rapport à ces lectures-là. D'où te vient cette envie-là de partager tes lectures et à quel moment tu as décidé, d'en faire du contenu sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, c'est une question que j'aurais pu me poser moi-même, mais aujourd'hui, les réseaux, du contenu sur la lecture, c'est pas le contenu le plus sexy qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Hein. Oui. C'est sûr. Il y a plein d'autres trucs qui marchent beaucoup mieux. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire, toi? Moi, ce qui m'a poussé, c'est... Déjà, j'estime que lorsqu'on apprend et qu'on ne partage pas, je pense que ça ne sert à rien d'apprendre. Ouais, je suis assez d'accord sur ça. Justement. C'est, au fil des années, j'ai lu des livres, j'ai appris, j'étais dans des colloques, des conférences. Je me suis posé la question, quel est le but de ces lectures, de participer à des conférences? Quel est le but? Je me suis dit donc qu'il va falloir partager. Et c'est ainsi qu'un beau matin, j'ai eu l'idée de commencer à partager sur les réseaux sociaux mes expériences à travers les livres et à travers les conférences. C'est pourquoi je me retrouve là, sur les réseaux. Mais je pense qu'au-delà aussi de cela, de ce fait, c'est l'idée de laisser une trace surtout. D'accord. Parce que je n'ai pas envie d'arriver dans ce monde et partir comme si j'ai rien fait. Ok, donc surtout c'est aussi dans une logique de laisser une trace. Exactement. Et cette trace-là, tu la laisses pour qui? Pour les générations futures. Ok. C'est ça. Peut-être pour mes enfants ou peut-être si Dieu me donne des enfants, ce sera pour mes enfants. Si je n'en ai pas, en tout cas, aux générations futures. Parce que c'est juste, moi, c'est la mort après la mort qui me fait peur. Ok. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends. Justement, c'est ce qui me fait le plus peur. Et il y en a, genre, Camara là, il n'est plus là aujourd'hui, mais il est en train de m'inspirer. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce qu'il a laissé des traces. Justement, j'ai envie d'aller dans le même sens. Donc, tu aimerais, comment tu aimerais qu'on se souvienne de toi? Quelqu'un qui a tout donné pour l'humanité. D'accord. Quelqu'un qui, c'est fort, hein? Quelqu'un qui a tout donné pour l'humanité. Exactement. Ok. Donc, tu te sens quand même investi, tu as envie de laisser une trace. Oui. Ok, bah c'est très bien. Et du coup, parlons de ta relation avec la lecture, avec les livres. Comment s'est passée ta rencontre avec les livres? Ma rencontre avec les livres, elle s'est faite un peu tard, je dirais en 2015. J'avais fait la rencontre de la lecture, mais bon, c'est pas la lecture passion. Ok, en 2015, tu as quel âge à peu près? 21 ans. Tu as 21 ans. 21 ans, oui. La lecture passion, je l'ai découvert quand je suis arrivé en France. Comme je t'ai dit, je suis curieux, je suis passionné quand je vois des gens échanger des livres. Okay. Il y a un Burundais qui échangeait un livre de Kafka avec un bibliothécaire à l'université. Et j'étais là, je l'ai regardé, je ne connaissais pas encore le jeune en question. Et ça m'a vraiment marqué. J'étais passionné par l'échange qu'il avait avec le bibliothécaire. Et plus tard, j'ai eu un échange avec ce jeune Burundais. C'est le premier à m'avoir remis un livre, il m'a dit de le lire. Et je pense que tout est parti de là. Et depuis lors, je ne me suis pas arrêté, je continue à lire et lire. Ouais, donc toi, tu n'as pas le parcours classique de la plupart des gens que je reçois dans ce podcast-là. C'est que la plupart des gens que je reçois dans ce podcast, ce sont des gens qui ont baigné dans les livres, où il y avait des livres à la maison, où les parents lisaient, qui lisent depuis qu'ils sont petits. Toi, tu as un parcours qui ressemble au mien. C'est-à-dire que moi non plus, il n'y avait pas de livre à la maison. J'ai jamais vu mes parents ouvrir un livre. Oui. Et j'ai commencé à lire après la vingtaine. Enfin, commencé vraiment à lire parce qu'avant, on lisait pour l'école, bien sûr. Il y avait des exposés, mais il y avait des livres qui étaient obligatoires, tout ça. Mais pareil, j'ai commencé à lire après, dans la vingtaine, je pense, vers 23 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Qu'est-ce que la lecture t'a apporté tout de suite pour que tu te dises, ça c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre, ça c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire? Déjà, la lecture m'a apporté la clarté d'esprit. D'accord. Ça c'est quelque chose que... Parce qu'avant de commencer la lecture, on était un peu, je peux dire, j'étais un peu dispersé. Je ne savais pas forcément comment manier les mots, comment faire transmettre ou partager mon idée. Mais en lisant les livres,
ça m'a permis d'avoir les bons mots, de décoder les idées qui étaient parfois bloquées, dont j'avais du mal à transmettre. Et au-delà de ça, la lecture me permet, et continue de me permettre de découvrir des environnements ou des endroits que je n'aurais jamais visités, par exemple. Aujourd'hui, en lisant un livre, je peux me retrouver en Amérique latine, au Sénégal ou, je sais pas, aux États-Unis. C'est des choses que je n'aurais pas pu réaliser sans la lecture. Donc, je me suis dit, pourquoi arrêter quelque chose qui me donne du plaisir, aller dans des contrées que je n'aurais jamais visitées. C'est vrai que ça, c'est un élément qui revient souvent lorsqu'on demande aux gens pourquoi ils lisent, c'est que ça leur permet de vivre d'autres vies. C'est vraiment, la lecture te permet vraiment de te retrouver dans la vie de quelqu'un, comme tu dis, ça te permet de voyager, d'être au Sénégal, d'être en Russie, d'être en Algérie, voilà, moi j'adore lire Yasmina Khadra, par exemple. J'ai l'impression d'avoir j'ai l'impression de connaître l'Algérie. Bien sûr, je n'ai jamais mis les pieds en Algérie, je ne connais pas l'Algérie, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu la vie de tous ces personnages-là, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très difficile à décrire avec des mots sans le ressentir vraiment, parce que ce n'est pas similaire avec ce qu'on peut ressentir lorsqu'on regarde un film ou lorsqu'on regarde une série, par exemple. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, il y a un intellectuel qui disait que c'est seule la lecture qui permet de vivre des milliers de vies. C'est vrai. Seulement la lecture. C'est vrai. Et aujourd'hui, de quoi se composent tes lectures? Qu'est-ce que tu lis en général? Je lis un peu de tout, mais je préfère plutôt les essais. D'accord. Moi, j'aime bien les livres dans lesquels un auteur peut exposer son idée, son regard par rapport à telle situation, une problématique, son regard sur le monde, et voir comment il contredit les autres idées, par exemple des idées qui ont existé avant ou encore des idées qui existent de nos jours. J'aime bien ce débat littéraire, ce débat d'idées dans les livres. C'est pourquoi je lis principalement les essais, mais aussi j'aime les romans philosophiques. L'exemple du livre de Paulo Coelho, par exemple, L'Alchimiste, qui est un roman vraiment philosophique, qui est aussi un rappel à la source. Oui. C'est un roman que j'adore. Et sinon, je lis un peu de tout. Je ne me limite pas vraiment à un style défini, même si j'ai une préférence quand même pour les essais. Parlons de L'Enfant Noir, de Kamar Laye. Est-ce que tu te souviens à quel âge tu as lu le livre? Je me souviens vraiment pas. Non, tu te souviens pas? Non. Tu penses que tu l'as lu avant le bac, après le bac? Avant le bac. Avant le bac. Donc tu l'as lu quand même à l'adolescence. Tout à fait. Ok. Mais c'était pas une lecture qui m'a réellement marqué. Pas à cette époque-là. Pas à cette époque-là. Ça t'a pas marqué à ce moment-là. À ce moment-là, non. C'est quand je suis arrivé en France et je l'ai relu, et c'est là que ça m'a le plus marqué, oui. Mais c'est vrai que ça c'est assez incroyable, parce que moi j'ai ressenti aussi la même chose pour beaucoup de livres que j'ai lus dans mon enfance, parce qu'il fallait les lire pour l'école. À l'époque, ça m'a rien fait du tout, mais en fait, c'est quand tu te retrouves extirpé de ton environnement familial, culturel, que tu te retrouves à des milliers de kilomètres, que en fait ce livre-là, il commence vraiment à résonner en toi. Donc pareil, tous les livres comme L'Enfant Noir, L'Aventure ambiguë dont on va parler, mais même Une si longue lettre, L'Appel des arènes, etc. C'est quand je les ai relus adultes, vraiment que ça a résonné en moi, tu vois. Effectivement. À propos de L'Enfant Noir, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, que j'ai lu dans les 8 leçons pour l'Afrique de Alain Mabankou. Alain Mabankou, il a fait un petit essai, les 8 leçons pour l'Afrique, et la leçon, je pense que c'est des leçons qu'il a présentées au Collège de France lorsqu'il a été élu au Collège de France. Et dans la leçon numéro 1, il a parlé de l'histoire autour du roman L'Enfant Noir quand ça a été publié. Alors, je ne sais plus en quelle année ça a été publié, L'Enfant Noir. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je ne me rappelle plus la date de parution. Mais en fait, je pense que c'est dans les années 50. Je ne veux pas dire de conneries, mais je pense que c'est dans les années 50. Et en fait, lorsque ça a été publié, il a attisé beaucoup de critiques. Et en fait, les critiques ont été surtout de dire que comment ça se fait que pendant une période de lutte contre la colonisation, que tu aies un roman qui déjà ne parle pas de ce sujet-là. Il décrit l'environnement dans lequel il a grandi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est un récit autobiographique, et il décrit l'environnement dans lequel il a grandi. Il le décrit de façon très, on va dire,
même très utopique. C'est un environnement qui est sain, qui est très bien. Mais en fait, c'est un environnement dans lequel il y a la colonisation à ce moment-là. Et à aucun moment, l'auteur ne mentionne la colonisation. Quel point de vue, toi, tu as par rapport à ce reproche-là qu'on fait au roman? Moi, je suis j'écoute tous les points de vue par rapport à cette question-là. Mais ce que je trouve intéressant dans ce livre de Camara Lai, en fait, il n'est pas dans la critique de la colonisation comme les autres l'ont fait. Mm-hmm. Il met de la valeur, il apporte en tout cas de la lumière sur sa culture, oui, pour répondre aux défenseurs de la colonisation, si je peux m'exprimer ainsi, parce que tout le temps critiquer la colonisation ou dire que la colonisation, attaquer frontalement la colonisation, c'est quelque chose qui est bien. Mais au lieu d'attaquer frontalement la colonisation, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire un regard sur soi et dire aux colons que ma culture, je suis très fier de ma culture, que tout se passe bien dans mon environnement. Pour moi, c'est aussi un message qui n'est pas très violent, mais qui porte plus. Mmh. Aujourd'hui, la preuve, c'est après tous ces débats que nous avons compris que justement, c'était la façon de dépeindre la réalité en Afrique, l'éducation en Afrique, que Camara Lai avait en quelque sorte raison. Oui. Même si certains pensaient que la négritude des Camara Lai, c'est une négritude qui est un peu rosée et qui n'attaquait pas frontalement. Moi, je me situe vraiment dans le même sillage que Camara Lai. Pas forcément besoin de critiquer la colonisation. Il faut faire un regard vers soi, mettre en avant sa culture et ne pas calculer forcément le colon. Parce que je pense, en critiquant tout le temps le colon, c'est comme si on lui accordait un peu de l'importance. Alors que pour moi, notre regard doit être recentré sur nous et ne pas se soucier forcément du colon. Même si, derrière, il faut tout à fait lutter politiquement contre la colonisation. Mais dans son livre à lui, je ne vois pas l'utilité forcément d'insister, dire non à la colonisation. Je ne voyais pas l'utilité dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas décrit vraiment, mais il a été vraiment attaqué. C'est-à-dire qu'il y a des intellectuels, il y a Bongo Betty qui, à l'époque, avait fait un article. Alors, je crois que j'avais noté le titre de l'article, Afrique noire, littérature rose. C'est vraiment où il dit que l'enfant noir, c'est un écœurant produit de l'art pour l'art. Bon, après, à noter que aussi tout le monde n'était pas critique envers le roman. Il avait quand même été défendu par beaucoup de gens, dont Léopold Sédar Senghor, par exemple, qui était quand même une voix qui avait toute son importance à cette époque-là. Mais tu vois, la critique qu'on peut faire à Camara Lai, c'est vrai que moi, ça me fait réfléchir un peu parce que c'est aussi une critique qu'on pourrait faire, même si j'ai jamais entendu quelqu'un faire cette critique-là à Aminata Sofal. Oui. C'est une critique qu'on pourrait faire à Aminata Sofal parce que, pour citer encore une fois Alain Mabankou, lui et moi, on est d'accord sur quelque chose. C'est que Aminata Sofal, c'est la plus grande romancière vivante. Aminata Sofal, pour moi, elle a écrit les meilleurs romans. Les meilleurs romans que j'ai lus ont été d'Aminata Sofal. Et en fait, c'est quelque chose que je n'avais jamais intellectualisé avant. Je ne sais pas si tu as déjà lu un roman d'Aminata Sofal. Mais franchement, pour ceux qui n'ont jamais lu un roman d'Aminata Sofal, alors mon préféré, c'est L'Appel des arènes. Mais La Grève des bateaux, c'est peut-être le plus connu et le plus reconnu aussi. Mais entre la Grève des bateaux et L'Appel des arènes, c'est vraiment deux incontournables pour moi. Mais en fait, quelque chose que je n'avais jamais intellectualisé à propos d'Aminata Sofal et que dit Alain Mabankou, c'est qu'Alain Mabankou, il dit que Aminata Sofal, en fait, c'est la meilleure romancière parce qu'elle écrit pas comme écrirait une femme de son époque. C'est-à-dire, Aminata Sofal, elle n'écrit pas sur la condition de la femme. Oui. Elle n'écrit pas en se disant que lorsque je prends ma plume, je dois forcément être au service de ma condition. Elle écrit comme un homme pourrait écrire. Oui. Voilà. Elle écrit un roman
lorsqu'elle écrit des romans, lorsque tu lis L'appel des arènes, lorsque tu lis La grève des Batous, c'est pas une si longue lettre, tu vois. C'est pas une si longue lettre où c'est des sujets sociaux, où on parle de la condition des femmes, etc. Non, L'appel des arènes, c'est juste un roman qui raconte une histoire d'amitié entre un enfant et un adulte, qui raconte l'histoire d'un enfant et puis ses histoires d'amitié, etc. La grève des Batous qui parle d'un événement au Sénégal où les gens qui font les mendiants, les gens qui font la Manche, oui. Les gens qui font la Manche décident de faire la grève un jour. Tu vois, c'est pour ça que ça s'appelle la grève des Batous, parce que les Batous, c'est des sortes de cuillères en forme de calebasse qu'utilisent ces mendiants-là pour demander l'aumône, et c'est pour ça que ça s'appelle la grève des Batous. Mais c'est vrai que le Batou, c'est quelle langue? C'est Wolof. C'est okay. Wolof. C'est Wolof. Et c'est vrai que cette critique-là envers Camara Lai sur le fait de ne pas écrire sur sa condition m'a rappelé, critique que personne n'a jamais fait. En tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un faire cette critique-là à Aminata Touré Fall. Mais lorsque je pense peut-être les féministes de son époque pourraient lui faire cette critique-là, c'est qu'elle a écrit... elle n'a pas écrit depuis sa condition de femme, elle a écrit juste un roman qu'un homme pourrait écrire. On voit un élément qui revient souvent dans ces romans-là, comme L'Enfant Noir, L'Aventure ambiguë, c'est que tous ces deux personnages-là, le signe de la réussite de son enfant, de ses études, oui, c'est d'aller poursuivre ses études en France. Est-ce que toi, ayant grandi en Guinée, ça a été le cas quand tu étais petit, et toi-même, tu es venu poursuivre tes études en France? Raconte-moi, est-ce que c'était un objectif pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture guinéenne ou pas? Oui, c'est quelque chose qui est très ancré parce que lorsqu'on regarde la scène médiatique guinéenne, la plupart des gens qui sont en avant, c'est des gens qui ont été à l'étranger apprendre. Mm-hmm. Et par exemple, je peux citer Thierno Monenembo, qui est un écrivain guinéen aussi. C'est quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa vie en France. Il a été prix Renaudot en France. Et donc, depuis très jeune, c'est quelque chose qui m'a poussé à réfléchir. Je me dis pourquoi tout ceci vont apprendre à l'étranger, est-ce qu'il y a une bonne formation là-bas? Et donc, je me suis dit, après mes études au lycée, il faut que je vienne en France aussi apprendre. C'est quelque chose qui est vraiment ancré. On regarde même dans le domaine politique, économique ou même politique, il y a énormément de têtes qui viennent de l'étranger. Et je pense que certainement, c'est dû à une meilleure qualité d'un point de vue, en tout cas, intellectuel. L'Europe L'Europe dispose des moyens nécessaires pour apprendre. On a des bibliothèques suffisamment en Europe, et donc c'est quelque chose qui est ancré. Et depuis que j'étais au lycée, c'est quelque chose que je voulais Mais est-ce que faire. c'est pas aussi juste le fait que on a un complexe d'infériorité, que ce soit au Sénégal ou en Guinée, qui font que les diplômes européens sont en tout cas beaucoup plus valorisés, beaucoup plus reconnus dans nos pays? Oui, je suis d'accord, il y a ce complexe-là. Mais quand on observe aussi, généralement, les gens qui viennent d'ici, ils sont parfois, je ne dis pas qu'ils sont toujours compétents ou ils sont très mieux que ceux qui sont restés sur place, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, ceux qui viennent étudier ici, ils ont une manière de voir le monde qui est tout à fait différente. Peut-être que ce n'est pas seulement l'enseignement qui fait ça, peut-être c'est le voyage aussi. Je suis assez d'accord. C'est le voyage. Et honnêtement, c'est ce que je dis toujours. Moi, si c'était à refaire, j'aurais refait la même chose. Je serais venu en France pour suivre mes études, mais pas parce que la France m'a appris des choses plus qualitatives que j'aurais appris. Parce que si j'étais resté au Sénégal, parce qu'au Sénégal, j'étais admis à l'école polytechnique au Sénégal, et les gens qui sont sortis de cette école-là sont vraiment des têtes. Mais en fait, il y a quelque chose que je n'aurais pas eu, c'est tout ce que ça m'a apporté d'avoir voyagé. Oui. Tout ce que ça m'a apporté d'avoir quitté mon pays, d'avoir vécu cette aventure ambiguë, comme le dit le livre, d'avoir quitté mon pays et puis d'être allé à la découverte d'une culture différente, de mœurs différentes, de gens différents, et puis d'apprendre non seulement, je le dis toujours, et c'est très important pour moi, non seulement d'apprendre beaucoup de choses sur le monde, mais d'apprendre aussi beaucoup de choses sur moi-même. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, tu me diras ce que... Mais moi, je ne me suis jamais autant posé des questions sur moi-même, je n'ai jamais autant appris sur moi, mes origines, ma religion, ma culture. Je n'ai jamais autant été intéressé par qui je suis et d'où je viens que quand je suis arrivé en France, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la même chose pour moi. Parce que ce qui est bien quand on est en Europe,
on est souvent confronté à des gens qui ne pensent pas forcément comme nous. Mhm. Donc, on nous pose des questions. Pourquoi tu crois? Pourquoi chez vous, c'est comme ça? Pourquoi tu fais ça? Ouais. Donc, ça t'oblige à réfléchir à ton éducation, à ta culture, à ta manière de faire. Et donc, en réfléchissant à ça, on grandit. Parce qu'on cherche des réponses. Et justement, là, dans cette quête de réponses, qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, qu'on doit abandonner ou qu'on doit améliorer. Et parfois, il y a des choses qu'on faisait par mimétisme quand on était dans nos pays. Et en venant là, lorsqu'on est confronté à une question, on se dit « Ah, je n'avais pas la réponse à cela. » Donc, en recherchant la réponse à la question, on se connaît davantage. Mais est-ce que tu sais ce que les Africains vont dire que tu es en train de faire là? Ce que les Africains vont dire, c'est que penser comme ça, c'est juste que tu es en train de penser comme un blanc. En fait, justement. Quand tu es en train de te poser des questions et que tu es en train de remettre les choses, de remettre en question certaines choses, de dire ok, pourquoi on fait ça, on ne devrait pas le faire, etc. C'est à ce moment-là qu'on commence à te dire que tu parles comme un blanc. Mais justement, c'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces propos-là parce que je dis la pensée ou la réflexion n'a pas forcément de couleur. C'est vrai. N'a pas forcément de couleur. Vous mettez peut-être une personne racisée parmi les blancs, la personne, elle pensera comme les blancs. Tu prends un blanc, tu le mets parmi des personnes noires, elle pensera comme des personnes noires. Donc, ce n'est pas forcément la couleur, c'est juste le milieu. Mon oncle me dit tout le temps ça, lorsqu'on parle de ça, il me dit toujours l'homme est déterminé par son environnement. Tu es toujours déterminé par ton environnement. Voilà. Mais lui, ça lui permet de me dire que quelque part, je suis un Toubab aussi, quoi, tu vois. Et justement, et même quand je change parfois avec certaines personnes qui sont au pays, quand on échange, et ils sont surpris, ils ne sont pas d'accord, ils sont catégoriques sur certains points. Je dis non, il ne faut pas être catégorique, il faut juste réfléchir à ce que je te dis. Pour essayer de comprendre, pour réfléchir par soi. C'est ce que l'Europe permet en tout cas. Tu vois, je vais ajouter quelque chose, on oublie quelque chose, c'est que le changement est normal. C'est normal que quand tu pars de chez toi, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, presque 20 ans, que tu changes. Mais en fait, les gens oublient une chose, c'est que tu ne changes pas juste parce que tu es allé chez les Blancs, mais tu changes aussi parce que tu as grandi, tout simplement. Effectivement. Parce que quand tu as quitté ton pays, tu avais 20 ans et aujourd'hui, tu en as presque 40. C'est normal, en fait, que tu aies été changé. C'est normal. Et d'ailleurs, je te raconte une anecdote. Quand j'étais en Guinée, il m'est arrivé de quitter la Guinée pour le Mali, où j'ai fait 1 année. Oui. Et quand je suis revenu en Guinée, je n'étais pas la même personne. Bien sûr. Je ressemblais plus à un Malien qu'à un Guinéen. Oui, et parce qu'en fait, ce qui est important, ce qui te change, et dans le bon sens, d'ailleurs, changer, ce n'est pas négatif. Hein. Ce qui te change dans le bon sens, c'est le fait d'être confronté à un environnement différent, à une réalité différente de celle de chez toi. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivé en France, un jour, j'ai appelé ma mère, peut-être ça faisait 1 an que j'étais en France ou quelque chose comme ça. Un jour, j'ai appelé ma mère et on parlait, ça arrivait souvent qu'on s'appelle et qu'on se parle pendant 1 heure, 2 heures. Je me rappelle ce jour-là, je lui ai dit, mais en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que en 1 an, là, depuis que je suis arrivé en France, j'ai l'impression que j'ai grandi de 5 ans. Parce que c'est vraiment le sentiment que j'avais, parce que c'était une année durant laquelle j'ai été confronté à énormément de nouveautés et j'ai dû vraiment me poser des questions, j'ai dû vraiment réfléchir vraiment de façon profonde sur certaines choses. Réflexion que je n'avais jamais eue parce que je vivais dans un pays où tout le monde était musulman, où tout le monde était noir comme moi. Donc, je n'avais jamais qui me poussait à remettre en question les choses. Je n'avais jamais quelque chose qui me poussait vraiment à la réflexion. Ce n'est pas comme ce qu'on voit avec Samba Diallo et son père qui le pousse vraiment à... J'ai adoré vraiment un moment dans l'aventure ambiguë, c'est le moment où il y a une grande réflexion philosophique entre le père et le fils. Et là, du coup, c'est ma transition, on bascule sur l'aventure ambiguë. La question que j'ai envie de te poser, toi, c'est que est-ce que ça, en grandissant en Guinée, c'est quelque chose... Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu cultiver dans ton enfance, le fait de pouvoir questionner? Est-ce qu'on t'a poussé à la réflexion déjà au bas âge ou pas? Non, au bas âge, on ne m'a pas poussé du tout à la réflexion, même si il m'arrivait de me poser certaines questions qui sont... qu'on pourrait même considérer comme des questions
qui sont très liées à l'apostasie, si je peux me permettre. Des questions d'hérétique. Exactement, tout à fait. Mais on ne pouvait pas les poser. Mais entre jeunes, on se pose ces questions. Mais bon, malheureusement, avec les grandes personnes, on ne peut pas réfléchir là-dessus. Et donc, en faisant le voyage, et c'est à ce moment-là que vraiment, je me suis permis de poser toutes les questions. Je change avec tout le monde, des gens qui ne croient pas forcément à ce en quoi je crois. Et ça me permet justement d'approfondir ma foi, par exemple. Parce que il y a des pratiques que je fais sans forcément avoir la maîtrise. On me questionne, mais pourquoi tu pries? Pourquoi tu te tournes vers la Kaaba? Tu vois, en étant en Guinée, je n'ai pas forcément de réponse à ces questions. Ou je ne m'étais pas forcément intéressé parce que tout le monde faisait la même chose. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de critique par rapport à ça. Et donc, l'Europe m'a justement permis d'avoir une ouverture d'esprit sur ce point-là. Et donc, en me questionnant, pour moi, c'est pas quelque chose de... C'est pas de l'apostasie, par exemple. C'est pas hérétique. Donc, je pense le mieux, en tout cas, pour moi, c'est, lorsqu'on voyage, c'est de rester très enraciné, mais tout en s'ouvrant à l'autre. Pour moi, c'est tout à fait possible. En s'ouvrant à l'autre, d'ailleurs, c'est là qu'on peut se connaître davantage, comme j'aime le dire. Et Samba Diallo est pour moi l'illustration parfaite. Même si je peux avoir une certaine critique à l'égard de Samba Diallo, le fait d'avoir abandonné certains éléments de la tradition, par exemple la foi un petit peu, et aussi la prière, c'est des points que je pourrais tout à fait reprocher à Samba Diallo. On va rappeler un peu aux gens qui nous écoutent et ou alors qui nous regardent sur YouTube, ou alors les gens qui ont lu l'Aventure ambiguë, les gens qui n'ont pas encore lu l'Aventure ambiguë, ou les gens qui l'ont lu mais qui ont un peu oublié. Donc la première partie du roman, c'est Samba Diallo qui, alors d'ailleurs ça s'ouvre sur une scène de châtiment corporel que subit Samba Diallo de la part de son maître coranique. D'ailleurs, on l'appelle le maître. On ne connaît pas son nom, on l'appelle le maître. De la part de son maître. Et ensuite, donc la première partie, ensuite il y a un moment où on se pose la question vraiment, est-ce que ces enfants-là doivent aller à l'école, si on peut dire à l'école des Blancs, enfin à l'école quoi. Si les gens-là peuvent aller à l'école. Et donc Samba Diallo, sa tante ou sa grande cousine qui est la grande royale, donc décide que Samba Diallo va faire partie des enfants qui vont aller à l'école. Donc Samba Diallo, il fait la transition de l'école coranique à l'école... Des Blancs à l'école élémentaire. Et alors déjà, ma première question, c'est est-ce que toi, tu as expérimenté ça? Est-ce qu'en ayant grandi en Guinée, tu as fait l'école coranique ou tu as fait l'école conventionnelle? Ou est-ce que tu as fait les deux? Comment ça s'est passé? J'ai fait les deux. Ok. Tu as fait les deux dans quel rythme? Tu as fait les deux en même temps? Généralement, c'est l'école coranique se faisait à la maison. On a soit un maître qui venait là, ou on a un grand frère qui est déjà très baigné dans l'enseignement coranique, qui nous enseigne. Ça, c'est souvent le soir, après les cours à l'école des Blancs. Parce que les cours commencent à 8h, on finit à midi. Lorsqu'on vient à la maison, 14h, 16h, on va à l'école coranique. Donc, il y avait ces deux cours en même temps. Après, tu en as d'autres qui sont à 100% dans l'école coranique. Et plus tard, ils vont dans une école... de blanc, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai que alors on pourrait penser que comme dans le livre ça marche que dans un sens, c'est-à-dire c'est successif, mais en fait la plupart du temps ça se fait en même temps. C'est-à-dire que au Sénégal, lorsque je regarde par exemple tous les gens avec qui j'ai grandi, la plupart on allait à l'école, enfin, on allait même à la maternelle. Moi je suis allé à la maternelle, ensuite je suis allé à l'école primaire, à l'école au collège, au lycée au Sénégal. Et ben en fait moi c'était même pas pendant l'année scolaire, c'était pendant les vacances que j'allais à l'école coranique. Donc pendant les vacances, pendant les grandes vacances, pendant les 2-3 mois, parce que à l'époque quand même, les grandes vacances c'était 3 à 4 mois même. C'est 3 mois. Voilà. Pendant au moins les 3 mois des vacances scolaires, on allait à l'école coranique. Mais c'est vrai que j'avais aussi des profils de jeunes qui sont allés à l'école coranique à partir de, je sais pas moi, à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis qui plus tard, à 7 ans ou 8 ans, commencent l'école élémentaire. Mais, tu vois, autant
Alors, moi, je ne sais pas. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, quelle est la meilleure solution. Moi, je pense. Mais en fait, ceux qui sont venus plus tard à l'école, qui ont fait l'école coranique et qui sont venus plus tard, c'est pas pour autant qu'ils avaient un retard. Parce qu'en fait, ça reste l'école. Ils étaient à l'école coranique, mais ils étaient à l'école. Et ils apprenaient des leçons. Déjà, ils avaient une capacité à apprendre par cœur qui était au-dessus de parce qu'à l'école primaire, tu n'apprends rien par cœur. Exactement. Alors que quand tu es à l'école coranique, tous les jours, en fait, tu fais de la parcourisation et que tu dois restituer le lendemain ce que tu as appris la veille, etc. D'ailleurs, les gens qui ont fait l'école coranique et qui plus tard viennent dans l'école des Blancs ou l'école conventionnelle, et souvent on les qualifie les marabouts du cahier. Justement parce qu'ils sont tellement habitués à la mémorisation. Lorsqu'ils viennent à l'école conventionnelle, ils mémorisent facilement les leçons. Mais je pense que le mieux, c'est de faire les deux simultanément. L'école coranique et l'école conventionnelle au même moment, parce que j'estime que parfois, l'école coranique ne nous prépare pas à l'ouverture vers le monde. Oui. Alors, ce que fait l'école conventionnelle. Donc, jongler entre les deux ou avec les deux est quelque chose qui me paraît utile, parce que j'ai rencontré des gens qui ont fait l'école coranique, mais ils ont un peu parfois des lacunes lorsqu'ils vont à l'école conventionnelle. Oui. Au niveau de la langue. Après, c'est pas la langue pour la transmission de la science, puisque la science se transmet par le français. Ça ne veut pas dire qu'apprendre le français veut dire qu'on maîtrise la science, d'accord ? Mais ils avaient du retard, et donc ce qui retardait, ou en tout cas ne leur permettait pas d'apprendre aussi rapidement que ceux qui étaient à l'école conventionnelle depuis le bas âge. Oui, c'est vrai que la difficulté, c'est que l'école chez nous est française, l'école se fait en français, et la transmission du savoir se fait en français. Donc, quand tu viens de l'école coranique, il faut d'abord que tu rattrapes ton retard linguistique. Il faut que tu rattrapes ton retard en français, que tu commences déjà à parler le français. Parce que je pense qu'en Guinée, c'est un peu similaire qu'au Sénégal. C'est que dans nos foyers, on ne parle pas français. Pour la plupart des Sénégalais, moi, j'ai jamais parlé français avec mes parents, par exemple. C'est la même chose pour moi. Voilà. Donc, dans nos foyers, on ne parle pas français. Donc, c'est à l'école qu'on commence le français. Oui. Donc, c'est vrai que quand tu vas à l'école coranique et que tu arrives plus tard à l'école française, tu dois d'abord rattraper ton retard en langue française avant de pouvoir apprendre quoi que ce soit. Oui. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Maintenant que le fait que tu as grandi, du coup, toi, tu as grandi en Guinée, oui. et ça m'intéresse de savoir quelle image tu avais du Sénégal en grandissant en Guinée. Par rapport à l'histoire, si je me base sur l'histoire, c'était un pays qui était hostile à la Guinée. D'accord. Parce que depuis les périodes des indépendances, il y avait un point de vue qui était très différent entre Léopold Sédar Senghor et Ahmed Sékou Touré. Et Sékou Touré, oui. Et donc, il y a cette tension. En grandissant, il y avait cette tension-là. Mais maintenant, je pense que c'était juste je te pose la question parce que moi, j'ai l'impression que nous, en tout cas, les Sénégalais, on connaît très mal la Guinée. Oui. Et pourtant, on a une grande population guinéenne au Sénégal. Tout à fait, oui. Et je pense que les Sénégalais sont un peu similaires aux Français dans le fait qu'ils ont un complexe de supériorité par rapport à leurs voisins. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir, en grandissant en Guinée, comment le Sénégal est vu dans le reste de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Parce que cette condition, ce sentiment de supériorité-là, il s'applique surtout à nos voisins gambiens, guinéens, maliens. Oui. J'ai grandi avec l'idée selon laquelle le Sénégal est hostile à la Guinée. Mais intérieurement, c'est pas quelque chose qui me préoccupait parce que j'ai des tantes qui sont sénégalaises. Oui. Et donc, être hostile au Sénégal, c'est comme si je régnais ou je disais non à mes tantes. Et donc, c'est pas quelque chose qui, pour moi, ça part d'une incompréhension des deux côtés. Ça peut être des citoyens sénégalais qui se sentent supérieurs, mais sur quelle base ? Ça t'apporte quoi d'être supérieur à un Guinéen aussi de se penser inférieur ou supérieur à un autre? Pour moi, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, comme Macky Sall avait dit, je ne sais pas si tu te rappelles de cette phrase de Macky Sall lorsqu'il disait que nos tirailleurs étaient les préférés des Français parce qu'ils avaient droit à des desserts. Des desserts. Mais après, question de... C'est incroyable qu'il ait pu dire ça. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais bon, ça arrive. C'est pour moi
complexe d'infériorité, de supériorité n'a pas sa place. Moi, Et parce que aussi, il y a beaucoup de Guinéens qui immigrent au Sénégal. tout à fait. Donc, je ne sais pas si toi, tu en as connu dans ton enfance. Il y a beaucoup de Guinéens qui immigrent au Sénégal et pour qui le Sénégal est l'Eldorado pour eux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Guinéens qui viennent au Sénégal, qui font les métiers que les Sénégalais n'ont pas envie de faire. Oui. Et la plupart du temps, les Guinéens sont capables, en tout cas moi, ayant grandi au Sénégal, le point de vue la vision que j'ai de ça, c'est qu'eux ils sont capables de se dire que nous on est dans ce pays-là pour hustle. Voilà, nous on est là, on n'a pas besoin de conduire des belles voitures, on n'a pas besoin d'habiter dans des très beaux immeubles, nous on est là pour hustle. Et c'est très rare que tu vois un Guinéen qui démarre par une petite boutique et qui 10 ans après a juste une petite boutique. En général, ils démarrent par une petite boutique et puis ils achètent dans un magasin un peu plus grand et puis ils ont une deuxième, une troisième, une quatrième boutique, etc. Ouais. Et ça aussi, ça nourrit la xénophobie. Mais de la même façon, où c'est ce qu'on vit en France. Hein. Quand les étrangers, c'est des femmes de ménage, ça ne dérange personne. Mais dès qu'ils commencent ils s'élèvent socialement, là, on commence à dire les Guinéens. Voilà, au Sénégal, c'est quand les Guinéens s'élèvent socialement qu'on commence à dire les Guinéens, etc. Quoi. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de savoir un peu la vision que tu avais du Sénégal en grandissant en Guinée. Ensuite, dans toujours cette aventure ambiguë, oui. Toi, lorsque tu quittes la Guinée pour venir en France, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ton aventure ambiguë à toi? Déjà, c'est l'adaptation au climat. Mm-hmm. C'est quelque chose qui a été très compliqué pour moi. Et aussi s'ouvrir à la culture de l'autre et faire comme si c'était la mienne. Mm-hmm. Ça, c'était très difficile. Je régnais pas à ma culture du tout. Mais s'adapter ou comprendre les codes a été quelque chose de très difficile. Et même aujourd'hui, j'essaie de comprendre les codes de la culture française, je ne la maîtrise pas à 100%. Donc, c'est un travail qui n'est pas évident. Tu es dans un milieu où tu es le seul Guinéen ou le seul Africain, il y a des Français, il y a des codes, où il y a certains types d'humour qu'on ne peut pas forcément comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Mais avec le temps, je suis parvenu quand même à maîtriser certains codes. Et aujourd'hui, ça va. Mais c'était quand même le plus difficile pour moi. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui. Ce qu'on t'a dit en partant. Quels ont été les conseils qu'on t'a donnés? À quoi on t'a préparé en partant de chez toi? De rester soi, de ne pas abandonner la prière, d'avoir la foi. Mm-hmm. Parce que généralement, l'Europe est vue comme un environnement qui nous éloigne de la foi. D'ailleurs, ça allait être une de mes prochaines questions. Pourquoi tu penses qu'il y a cette obsession-là de se dire que les gens qui partent en Europe, ils délaissent la religion. Alors que dans nos pays, il y a plein de gens qui ne prient pas. Il y a plein de gens qui ne suivent pas la religion dans nos propres pays, qui sont majoritairement musulmans. Mais pour toi, ça vient d'où cette obsession-là parce que on m'a dit la même chose aussi en partant. Je te pose la question, mais c'est marrant, tu vois. On nous dit tous la même chose en partant. Tu penses que ça vient d'où cette obsession-là que quand tu pars en France, tu délaisses ta culture, tu délaisses ta religion? Je pense que c'est le fait qu'en Europe, en tout cas le regard que les Africains portent sur l'Europe, ils disent que l'Europe c'est un pays de liberté. Mm-hmm. On fait ce qu'on veut. Papa n'est pas là pour me dire prie, maman n'est pas là pour me dire fais pas ci, fais pas ça. Mm-hmm. Donc je pense que c'est cette peur, parce que quand on est au pays, souvent, même si on ne veut pas prier, parce que les frères prient ou parce que mon père prie, on prie par mimétisme. C'est vrai. Et je pense que c'est cette peur-là qui fait qu'en partant du pays pour la France, on nous dit surtout, faut pas abandonner la prière, garder toujours la foi. Je pense que c'est plus cela, oui. Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur le fait que dit hostilité, mais il y avait entre Senghor et Sékou Touré, ils étaient clairement pas sur la même ligne lors des indépendances. Toi, avec tout ce que la Guinée a subi suite à cette décision courageuse de Sékou Touré, aujourd'hui, avec le recul, quel est ton point de vue là-dessus? Même hier, je pensais à cette question. Je dirais que moi, je suis du côté de Sékou Touré de dire non à la communauté française, parce qu'on était dans une situation de colonisation. Mm-hmm. Le plus important à ce moment-là, c'était de sortir de la colonisation. Il n'y a pas de débat, c'est non. Mais au fil du temps, aujourd'hui, si on fait un rapprochement entre le Sénégal et la Guinée, j'ai tendance parfois à dire que Senghor a peut-être
eu la meilleure idée d'essayer de rentrer dans la communauté française, même si à l'époque quand même, la France avait quand même une mainmise sur l'économie sénégalaise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tant mieux. Je pense que la technique finalement, ou en tout cas la politique de Senghor est la meilleure. Au début, il était dans la communauté française. Le Sénégal aujourd'hui a un meilleur niveau que la Guinée, presque sur tous les plans. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération sénégalaise, on sent que le Sénégal n'est plus dans cette communauté française, mais tout en gardant les acquis. Enfin, je pense mais en même temps, je suis mitigé sur ce point. En même temps, est-ce que le problème, ce n'était pas le problème en soi, ce n'était pas la position de Sékou Touré? Est-ce que le problème, ce n'était pas juste le fait qu'il était seul? Oui, parce que si tous les pays d'Afrique de l'Ouest avaient la même position, ce ne serait pas la même histoire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, mais lorsque Sékou Touré a dit non, on a vu tout ce qu'il a... Il a fait face à beaucoup de tentatives de déstabilisation, même si parfois, lui-même, il a inventé certains complots. Mais on a pu s'attaquer à lui, on a pu s'attaquer à la monnaie de la Guinée. On a pu faire tout ça parce qu'il était seul aussi. Oui, je suis d'accord, oui. Oui, je pense que c'était ça. Mais donc, je me dis, si Senghor, lui, il a accepté de ne pas subir cela en rentrant dans la communauté française, en tout communauté française au sens où l'alliance des pays qui veulent toujours continuer à collaborer avec la France, il n'a donc pas fait face à tout cela. Pendant ce temps, il a permis de mettre en place une politique qui a permis aujourd'hui aux Sénégalais d'avoir des grands intellectuels. Senghor lui-même qui est un intellectuel, je pense que c'est là aussi la facilité. Il n'a pas fait face forcément à beaucoup de menaces venant de l'extérieur. Je pense que si Senghor aussi faisait face aux mêmes menaces, je pense que ça serait un peu différent de la situation actuelle. Ouais. Mais c'est encore mitigé. Je n'ai pas tout à fait tranché, c'est-à-dire être du côté de Sékou Touré à 100%, totalement, et régner ou dire oui à Senghor à 100%. Parce que Senghor, aujourd'hui, si on regarde la réalité, Senghor a eu raison. Oui. Aujourd'hui, les acquis sont là. La France n'est plus dans le Sénégal. Quand tu regardes la situation des deux pays, tu peux que lui donner raison. Dans ce sens. Mais est-ce que aussi le fait que aujourd'hui le Sénégal soit dans une meilleure situation économique par rapport à la Guinée ne dépend peut-être pas uniquement de cela, ça dépend aussi peut-être de d'autres facteurs. Par exemple, le fait que le Sénégal ait peut-être plus de ressources naturelles que la Guinée. Ce qui n'est pas le cas. En tout cas, la Guinée aussi a beaucoup de ressources naturelles. Okay. Moi, je pense que le problème, c'est plutôt il n'y a pas une meilleure transition après Sékou Touré. Oui. Parce que s'il y avait une meilleure transition et que les militaires n'étaient pas venus au pouvoir, je pense que les acquis de Sékou Touré seraient consolidés. Parce que quand Sékou Touré est décédé, il y avait plusieurs entreprises en Guinée, des industries. Mais quand les militaires sont venus au pouvoir après son décès, parce qu'il y a eu un coup d'État après, même s'il n'a pas été renversé, mais bon, constitutionnellement, c'était un coup d'État. Et il y a eu l'éducation a régressé, alors qu'au Sénégal, l'éducation continuait à progresser. Ouais. Et je pense qu'il y a tous ces facteurs. Il n'y avait pas des institutions permettant de pérenniser ces acquis-là. Je pense que c'est aussi l'un des facteurs qui a permis, qui a fait que la Guinée est dans cette situation. C'est vrai qu'on a cette différence-là où on a quand même eu une stabilité politique au Sénégal, même s'il y a eu quelques épisodes, notamment la transition du pouvoir entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye. J'allais dire Sonko, mais non, oui, Bassirou Diomaye Faye. C'est Bassirou Diomaye Faye qui est président. Mais cette transition-là ne s'est pas faite sans heurts. Mais on n'a jamais eu de coup d'État, on n'a jamais eu de pouvoir militaire en place. D'ailleurs, en parlant de ça, quelle est ta vision aujourd'hui, quel est ton point de vue aujourd'hui sur la situation en Guinée? Comment tu regardes les dernières élections qu'il y a eu avec Doumbia qui gagne à combien de pourcents? 83%. Oui, 83%. Ouais, après, comme le disent les Occidentaux, c'est un score qui est tout à fait africain. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais tu vois, au Sénégal, moi, je n'ai jamais vu de score de 80%. Enfin, dans l'ère moderne, je veux dire, moi, les élections dont je me rappelle jusqu'aux élections de 2000, donc 2000, c'est Abdou Diouf contre Abdoulaye Wade. Ensuite, je me rappelle de toutes les élections après 2000. J'ai jamais vu un président, en tout cas au premier tour, avoir plus de 50%. Oui, c'est parce que le niveau
d'éducation. Pardon, j'ai plus de 50%, mais Bassirou Diomaye Faye a gagné au premier tour en étant dans l'opposition, oui. En ayant plus de 50%. Quand je dis plus de 50%, je pense que même quand... Je crois que c'est Wade qui, dans son deuxième mandat, il gagne au premier tour et il n'a pas 60%. Quoi. Il doit avoir 50, 55, je ne sais plus, je ne veux pas dire des conneries, mais il n'a pas 60%. Quoi. Je pense que c'est dû au fait que les Sénégalais sont très éduqués par rapport à la démocratie. Tu penses ? Effectivement. Okay. Oui. Parce que lorsque au Sénégal, un président essaye de modifier la Constitution pour briguer en troisième... Non, ça passe pas. Ça passe pas. Pourquoi ? Parce que la jeunesse est très avertie par rapport sur ces questions-là. Ce qui n'est pas le cas en Guinée. Alpha Condé, il a fait, malheureusement, plus tard, il a été renversé par Doumbouya. Au Sénégal, on a vraiment pas mal de contre-pouvoirs. Oui. C'est-à-dire qu'on a la communauté religieuse oui. a un pouvoir qui n'est pas négligeable du tout au Sénégal. Que ce soit chez les musulmans comme chez les chrétiens. C'est-à-dire que dans l'islam soufi qu'on a au Sénégal, alors il n'y a pas de clergé, on ne peut pas appeler ça un clergé, mais il y a des guides au bout de chaque communauté, oui. tu vois. Et leur pouvoir est quand même pas négligeable. Est-ce qu'en Guinée, il y a une organisation comme ça ? Est-ce que tu penses à des contre-pouvoirs en Guinée ? D'ailleurs, je parle de religion, mais que ce soit la religion musulmane comme la religion chrétienne, elles sont assez organisées au Sénégal. Mais autre contre-pouvoir au Sénégal, c'est l'université. C'est les étudiants. Les étudiants, c'est un gros marqueur de la société. Lorsqu'il y a une révolte contre le pouvoir en place, souvent les étudiants sont devant. Est-ce qu'en Guinée, il y a des contre-pouvoirs un peu similaires qu'on peut analyser dans ce sens-là ? Malheureusement, non. Okay. Parce qu'en Guinée, il arrive de voir des imams qui soutiennent un président. Mm-hmm. Au Sénégal, ces confréries. Au Sénégal aussi. Hein. Oui. Au Sénégal, les confréries, ils peuvent soutenir le président, mais ils peuvent aussi dire qu'on ne soutient pas le président. Exact, hein. C'est ce qui est rare en Guinée. Oui, d'accord. Généralement. Je veux dire qu'ils soutiennent tous le président. Exactement. Ils soutiennent tous. Et même s'ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas ouvertement critiquer. D'accord. Ça n'existe pas en Guinée. D'accord. Si ça existait, je pense que Alpha Condé n'aurait pas modifié la Constitution, pardon, et pour briguer un troisième mandat. Vraiment, il n'y a pas ces contre-pouvoirs ne sont pas en Guinée. Mais au-delà de ça aussi, au Sénégal, il y a des institutions qui sont plus fortes. C'est vrai. On peut voir un magistrat dire non à un premier ministre ou un président. C'est vrai. Ça existe au Sénégal. Ça, c'est très rare chez nous, malheureusement. C'est vrai. Et puis au Sénégal, c'est vrai que ce qu'on a réussi, et moi j'en suis très fier, c'est qu'on a réussi à avoir des alternances de pouvoir, des vraies alternances de pouvoir. C'est-à-dire, on peut dire que, Senghor qui passe le pouvoir à Diouf, c'est pas une alternance, c'est une continuité, même si les deux hommes n'ont pas du tout le même pédigré, ils sont pas, voilà, c'est pas du tout les mêmes personnages, mais c'est une continuité de pouvoir. Diouf qui se fait battre par Wade, c'est une vraie alternance. Là, pour le coup, c'est une vraie alternance parce que tu as Wade qui est un gars qui est dans l'opposition depuis presque 30 ans. Le gars, il a été emprisonné et il gagne en faisant une campagne. À l'époque, Idrissa Seck, qui est devenu son premier ministre, c'était un peu l'ingénieur, l'architecte derrière cette campagne. Il décide en fait, il prend une décision super importante. Il décide de ne pas faire des grands meetings, mais il fait une marche. Il appelle ça la marche bleue. Donc, en fait, il décide de prendre sa voiture et puis de sillonner vraiment tout le Sénégal, de faire plutôt des marches, de s'arrêter et faire des meetings plutôt qu'organiser juste des grands meetings. Et ça avait super bien marché, mais ça avait marché aussi parce que le Parti socialiste était au pouvoir depuis très longtemps et puis les Sénégalais, c'est bon, on avait marre à ce moment-là, il fallait essayer autre chose. Okay. Ensuite, on peut considérer que Wade qui perd contre Macky Sall ensuite, justement parce qu'il a essayé de briguer en troisième mandat en essayant de changer la constitution, mettre un poste de vice-président et tout le monde savait que c'était pour mettre son fils au pouvoir au moment où il allait partir. En tout cas, c'est ce qu'on pressentait, c'est ce que tout le monde pensait. Et se faire battre par Macky Sall, on peut considérer que c'est une alternance, mais on peut aussi considérer que ce n'est pas une alternance parce que Macky Sall a été Premier ministre de Wade pendant 9 ans, je crois, quelque chose. Ou il a été ministre de Wade pendant 9 ans
pendant ces 9 ans-là, il était Premier ministre pendant je ne sais pas combien d'années. En tout cas, ça a été le Premier ministre le plus durable de Wade. Mais c'est vrai qu'au moment où il va aux élections contre Wade, il a été viré de son parti, viré de l'Assemblée nationale, parce que justement, il était contre le fait que le pouvoir soit passé au fils de Wade. Et il était vraiment adversaire de Wade pendant les élections. Voilà, on ne peut pas dire qu'ils étaient dans le même camp, ils étaient vraiment adversaires. Parce que Macky Sall, s'il perdait les élections, il risquait d'aller en tôle derrière. Hein. Donc, il jouait vraiment sa vie. Lui aussi a pris des très bonnes décisions. Voilà, là où tous les gens de l'opposition étaient contre les élections, donc aller manifester et tout, lui, il est parti faire campagne. Il a dit, moi, voilà, ok, je vais vous envoyer des émissaires qui vont aller... tu vas se faire taper par la police à la place de l'indépendance, etc. avec vous. Mais moi, je vais aller faire campagne. Donc, lui, il est parti faire campagne et ça lui a permis de battre Wade. Et alors, la plus grande alternance qu'on ait eue, vraiment, c'est Macky Sall qui perd le pouvoir contre Bassirou Diomaye Faye. Alors, ça ne s'est pas fait sans heurts, mais c'est vrai que c'est quand même particulier dans ce coin de l'Afrique-là de voir qu'un opposant qui déjà ne vient d'aucun parti politique, un jeune je crois qu'il a 40 ans, 43 ans, je crois qu'au moment où il est président, il a 40 ans, un truc comme ça, de voir un opposant politique qui était en prison 10 jours avant les élections pour avoir tweeté sur le président ou un truc comme ça, tu vois. Lui et son co, bon, bien sûr, Bassirou Diomaye Faye, voilà, il n'y a pas grand monde qui le connaissait, les gens, ils ont voté pour son co, ça, voilà. Le tandem, en tout cas, Sonko, Diomaye Faye, était en prison jusqu'à 10 jours avant les élections. Bon, au final, Sonko est interdit de candidature, il ne peut pas aller aux élections. Bon, il nomme Diomaye Faye à sa place, Diomaye Faye va aux élections. On parle d'un opposant qui n'a pas de grand parti politique, qui n'a jamais eu de poste. Je crois que Diomaye Faye, il n'a même jamais été député. Et il arrive aux élections présidentielles face au président sortant, qui est là depuis une éternité, parce qu'il a été président, il a été déjà ministre de Wade pendant 9 ans, et puis il a été président, il a fait 2 mandats, donc il est là depuis une éternité, et il gagne au premier tour, en faisant plus de 50% des voix. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est vrai que il y a quelque chose, alors même si il y a beaucoup de nos dirigeants contre lesquels on peut avoir des choses à dire, en tout cas au Sénégal, il y a quelque chose dont on peut être fier, c'est que à un moment donné, tous ces gens-là, ils ont perdu et ils sont partis. Et ils ne sont pas dit, je déclenche une guerre civile, je fais un coup d'État, j'accepte pas ma défaite. À un moment donné, chacun, ils ont perdu. Le Conseil constitutionnel a dit, voilà, voici les résultats de l'élection, et tout le monde a accepté les résultats de l'élection. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose... C'est grâce à la maturité politique des Sénégalais. Et aussi l'éducation des jeunes par rapport à la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes Sénégalais, ils refusent toute idée de briller en 3e mandat. C'est devenu une tradition. Après 2 mandats, ça n'arrivera plus chez nous. Exactement. Nous, on cherche encore à instaurer cela. Malheureusement, ce n'est pas encore arrivé. Mais tu penses c'est quoi les clés? Parce que si on a été capable, je pense que c'est possible, tu vois. Je pense que c'est quoi les clés? Je suis très optimiste. Pour moi, c'est l'éducation. Ok. Oui. Toi, c'est quoi ton ambition? Est-ce que tu comptes rester en France, retourner en Guinée? Je compte retourner en Guinée, d'accord, sur le long terme, parce que je dois faire ma part pour le pays, au moins pour être en harmonie avec moi-même dans le domaine éducatif. Je prévois de mettre sur place une ONG dans l'éducation et inciter les gens à lire, à réfléchir, ce qui nous permet justement de prendre des décisions par soi, d'avoir un jugement dénué un jugement en tout cas qui tient compte de l'intérêt du pays, du peuple. Pas parce qu'il y a un intérêt politique égoïste qui nous fait les yeux doux. Ok. Parlons du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Oui. Alors, ayant grandi en Afrique, est-ce que le colonialisme, c'était un sujet qui t'intéressait à cette époque? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu pensais? Et qu'est-ce qui a fait que ce livre-là a résonné chez toi? Déjà, quand en littérature africaine, on travaille
plusieurs courants pendant la colonisation. Les camps qui sont pour, et ceux qui sont pour la colonisation et contre la colonisation. En tout cas, les bienfaits de la colonisation. On met ces deux camps en opposition. Certains disent que la colonisation était un mal nécessaire. D'autres refutent tout. Ils disent que la colonisation n'a rien fait de bien. Et moi, dans ce débat-là, je voulais bien me situer. En lisant Aimé Césaire, moi, j'étais vraiment farouchement opposé à l'idée d'un bienfait que la colonisation nous aurait apporté. Pour moi, la colonisation n'a rien apporté de bien à l'Afrique parce que qu'est-ce qui serait bien dans la colonisation? C'est la langue française ou la langue anglaise? C'est les autoroutes ou les infrastructures? Non, pour moi, c'est pas ce qui permet de dire qu'une entreprise a apporté à l'Afrique. Pour moi, il n'y a eu aucun bienfait dans la colonisation. Et donc, en lisant Aimé Césaire, j'ai compris que la colonisation, elle a ravagé notre façon de faire. Elle a fait table rase de notre histoire, notre pratique. D'ailleurs, Aimé Césaire dit dans le livre que la colonisation a imposé par le larbinisme, a rendu certains Africains larbins, le complexe d'infériorité, arraché des gens à leur civilisation, à leur danse, à leur dieu. Et après, en face, certains nous disent que la colonisation aurait des bienfaits. Et ce livre d'Aimé Césaire me permet justement de déconstruire, d'avoir les mots. Et d'ailleurs, ce même discours, il est très présent aussi en France. Certains politiques qui disent que la colonisation n'a pas fait que du mal. Oui, François Fillon, Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. Tout à fait. D'ailleurs, pourquoi tu penses que cette pensée... c'est pas n'importe qui, hein, mais on a le Premier ministre de la France qui nous dit que la colonisation, c'était un partage de culture. Parce que Macron a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Bon, Macron, il dit beaucoup de conneries, mais ça lui arrive des fois, surtout avant qu'il soit président, ça lui arrivait de dire des choses sensées. Il dit que la colonisation est un crime contre l'humanité et François Fillon lui répond en gros que il est devenu totalement fou, que la colonisation c'était pour partager leur culture. Mais pourquoi tu penses que cette pensée de la colonisation comme une mission civilisatrice et elle persiste encore en Europe? La preuve, c'est simple. On demande à celui qui a été l'auteur de la colonisation de dire si la colonisation a été bien ou a apporté quelque chose de positif dans l'Afrique. Non, il faut demander à quelqu'un qui est neutre, qui n'a pas été colon, par exemple. C'est cette personne-là qui serait... Fillon n'a jamais été colon, par exemple. Oui, tu vois. Oui, je veux dire, je parle plutôt de la mentalité. Oui. Parce que c'est la France, elle a colonisé. La politique française en général. On peut même se demander est-ce qu'elle ne continue pas à coloniser. Exactement. Donc c'est l'entreprise coloniale française. Donc, même s'il n'a pas été colon, mais en tout cas, il se reconnaît dans cette mission qui a été faite par la France. Il y avait bien sûr des politiciens qui étaient contre la colonisation et aujourd'hui qui sont contre. Mais je pense que c'est toujours la France refuse d'accepter, de reconnaître qu'elle a causé des torts. C'est tout. Je pense que c'est un complexe de supériorité par rapport aux Africains. D'ailleurs, je pense que alors Césaire, il va encore plus loin. Oui. Il explique dans le discours sur le colonialisme que, en fait, avec la colonisation, l'Europe n'a pas fait du mal uniquement, seulement aux colonisés, mais s'est fait du mal elle-même, tu vois. J'ai adoré, d'ailleurs, cette semaine, c'est marrant, on devait en parler aujourd'hui, et cette semaine, je suis tombé sur une analyse de Dominique de Villepin. Oui. Donc, on parlait de Fillon. Voici un autre gars qui a été Premier ministre de la France, mais pas comme Fillon, un Premier ministre vraiment différent. Moi, j'aime beaucoup Dominique de Villepin, j'ai pas de mal à le dire. J'aime bien son engagement contre les injustices, contre la guerre en Palestine. J'aime bien son engagement pour la décolonisation. Et déjà, c'est un homme de lettres, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur les réseaux à décrypter des livres. Alors, il a fait un truc sur les carnets du sous-sol de Dostoïevski que j'ai adoré. Et là, cette semaine, il a parlé du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Et il a rappelé quelque chose c'est vrai que pour moi, c'est l'idée fondamentale de ce discours-là. C'est que la barbarie n'est pas arrivée en Europe juste pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est juste qu'en fait, les Européens, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont découvert que la barbarie pouvait être pratiquée sur leur territoire et sur leur peuple,
à eux. Mais en fait, il dit, du coup, ce que Césaire explique dans le discours sur le colonialisme, c'est que c'est parce que vous avez été capable d'appliquer cette barbarie-là dans les colonies pendant des années que, en fait, vous avez aussi été capable de vous l'appliquer à vous-même sur votre territoire. Et en fait, c'est juste que vous n'avez jamais intellectualisé, vous n'avez jamais réalisé que, en fait, ce que vous faisiez dans les colonies, c'était de la barbarie. Et le jour où ça arrive dans votre continent, le jour où c'est contre des personnes qui vous ressemblent, ce jour-là, vous réalisez que c'est de la barbarie. Et effectivement, c'est ce qu'il dit, parce qu'il dit, par exemple, le nazisme, l'hitlérisme a existé. Exactement. Parce que c'est les mêmes procédés qu'on appliquait aux Indiens, aux Africains. Exactement. Mais le problème avec le nazisme, c'est parce qu'il s'est appliqué aux Européens. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu scandale. Sinon, avant, c'était les mêmes procédés qu'on appliquait, mais ils avaient fermé les yeux sur ces procédés-là. Quel a été, toi, ton sentiment après ce discours? Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, quand tu projettes quand même ce qu'il dit, il y a plein de choses qui sont encore d'actualité. Hein. Oui. Aujourd'hui, les mouvements décoloniaux sont vraiment d'actualité. Il y a quelques années, on a remis en cause certaines statues, etc. Donc, est-ce que toi, tu trouves que ce discours est toujours d'actualité? Quel est ton sentiment pour l'avenir? Est-ce que tu es plutôt optimiste? Est-ce que tu es plutôt pessimiste? Est-ce que tu penses que les Africains sont toujours colonisés? Ou est-ce que, pour reprendre une formule que je vole à quelqu'un, mais que je ne citerai pas, est-ce que je trouve que c'est des indépendances de façade qu'on a eues? Je dirais oui et non. Oui, parce que il y a toujours une même mise. D'un point de vue économique, en tout cas, c'est toujours l'ancienne entreprise coloniale, en tout cas, toujours une domination sur nos économies. Et non, parce que politiquement, on est indépendant. On doit être en capacité de remettre en question ou de dire non à tout procédé qui met un frein à notre épanouissement économique. Parce qu'il y a la responsabilité. Si on est indépendant politiquement, on doit donc prendre des décisions qui empêchent tout État ou tout pays de profiter ou de nos ressources beaucoup plus que nous-mêmes. Ouais, mais pourquoi nous, on a des... Parce que tu dis, oui, on doit prendre des décisions, etc. Mais pourquoi nous, on a des dirigeants qui prennent des décisions qui sont contraires à nos qui ne sont pas en notre faveur? Pourquoi est-ce qu'on a des dirigeants qui vont prendre des décisions qui vont être bien pour eux, pour leur clan, pour leur famille, et qui ne seront pas bien pour leur pays, tu vois? Oui. Pourquoi est-ce que la Chine, alors je sais plus, je regardais un truc là-dessus cette semaine, il y a quelques années, la Chine avait un PIB par habitant inférieur à quasiment tous les pays africains. Enfin, la plupart des pays africains avaient un PIB par habitant supérieur à la Chine. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a un PIB par habitant supérieur à la Chine. Pourquoi est-ce que les Chinois ont été capables de ça? Pourquoi les Indiens sont capables de ça? Pourquoi les Coréens, les Japonais, pourquoi les Allemands, pourquoi tous ils ont subi ils ont été à un moment donné plus bactères et ils ont été capables de se relever, et pourquoi l'Afrique n'y arrive pas? Je pense toujours, c'est toujours l'éducation. Parce que les Chinois, ils ont réalisé que ce qu'ils ont vécu, et donc ils commencent à éduquer très rapidement par rapport au patriotisme déjà, à ce qui manque aujourd'hui dans nos pays. Vous partez en Afrique, dans nos pays, notamment en Guinée, vous partez à l'école primaire, au collège, mais pour moi, il n'y a plus d'éducation. Parce que l'éducation, ce n'est pas juste emmagasiner le savoir, l'éducation, c'est aussi expliquer aux enfants c'est quoi le patriotisme, c'est quoi le peuple. Le président, il est là pour qui? Les biens que le président détient, sont nos biens. Il n'est pas là par le fruit des hasards. C'est pas Dieu qui l'a mis au pouvoir, par exemple. Ça, tu vas pas dire ça aux Africains. Si, et justement, ça passera. Mais tant qu'on ne comprend pas cela, que le président, il est responsable devant nous, on va toujours regarder le président faire ce qu'il veut. Mais dès lors qu'on sera éduqué sur ces questions-là et comprendre que c'est nous seuls qui pouvons changer et que le président, s'il ne fait pas ce qui nous plaît, on peut le faire partir, je pense que les choses changeront rapidement. Et surtout, miser sur l'éducation. Tu as pris l'exemple des Chinois. Les Chinois, rapidement, ils ne rigolent pas, par exemple, avec la corruption. Si tu es condamné pour corruption,
parfois c'est la peine capitale. Ouais. Donc aujourd'hui, les Chinois, ils badinent pas avec ça. Et je viens de voir il y a quelques heures, je pense que la Chine a fait une croissance encore de plus de 5%. Parce que il y a pas, d'ailleurs, même quand tu faillis économiquement, le ministre, il demande pardon au peuple, à son pays. Tout ça passe par l'éducation. Tant qu'on n'éduquera pas nos populations, nos États, nos pays par rapport à ça, on ne va pas s'en sortir. Les autres pays vont continuer à nous dominer. C'est aussi clair que ça. Et tu penses que la fuite des cerveaux n'est pas aussi un des éléments qui peut justifier cela, le fait que aujourd'hui, un Africain, lorsqu'il est bien à l'école, lorsqu'il a un gros potentiel, bah souvent il part continuer ses études en dehors de l'Afrique. Oui. Et très souvent, il ne rentre pas. Oui, il y a aussi cela. Mais le problème, c'est que ces cerveaux-là, quand ils reviennent, généralement, ils n'ont pas de place. Dans certains pays aujourd'hui, le pouvoir est détenu par des gens, entre guillemets, qui ne méritent vraiment pas les postes qu'ils occupent. Mais vraiment, quand vous venez de l'étranger et que vous avez déjà fait vos preuves à l'étranger, vous êtes parfois combattu. C'est comme si vous venez voler leur place à eux. Les gens qui sont déjà... Je sais très bien de quoi tu parles. Exactement. C'est comme si, alors que ce n'est pas, c'est pas du tout le cas. Vous partez, on part pour apprendre, on revient pour partager avec ceux qui sont restés, mais qui ont aussi appris sur place. Dans l'expérience du terrain, on a aussi l'expérience du voyage, de l'étranger. On met ces deux ensemble, on peut faire avancer le pays. Malheureusement, si on rentre dans un combat d'ego, ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, ou parfois ceux qui sont à l'étranger viennent en pensant que ceux qui sont sur place ne savent rien, on ne va pas s'en sortir. Mais je pense que le mieux, c'est de mettre à la tête de nos États les gens qui comprennent vraiment nos réalités et les gens qui ont le cerveau pour. Parce que c'est facile aujourd'hui de financer quelqu'un qui n'a pas le bagage qu'il faut. On le met à la tête de l'État. On peut le faire tourner comme on veut. En tout cas, les grosses boîtes peuvent le faire tourner comme elles veulent. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Et tu vois, en même temps, tu dis comprendre nos réalités. Moi, je suis obligé de faire le parallèle avec le Sénégal. On a eu Senghor, on disait que c'était un petit Français, voilà, c'était un poète, etc., qu'il était déconnecté de la réalité. Ok. Diouf, c'est un fonctionnaire. Le gars est fonctionnaire depuis qu'il a 25 ans. Il a toujours été préfet, je crois, gouverneur, etc. Il a toujours été dans la fonction publique. Wade, ça a été un politicien. Il a fait de la politique toute sa vie. Et puis, on a Macky Sall qui est un pur produit du pays. Son père était gardien d'école. Le gars a grandi au Sénégal, il a fait toutes ses études au Sénégal et il était vraiment dans la continuité de ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rupture. On n'a pas senti, au contraire, on n'a pas senti que Macky Sall était quelqu'un qui connaissait les réalités des Sénégalais. Pour moi, ça a été le président. Alors, bien sûr, je n'ai pas vécu pendant la présidence de Senghor. Wade, lorsqu'il est devenu président, j'avais 12 ans. Et donc, j'ai vécu un peu sous Abdou Diouf, un peu sous Wade. Donc, je peux comparer à Abdou Diouf et Wade. Et Macky Sall, ça a été une catastrophe. On n'a jamais eu un président aussi sénégalais, aussi ancré, qui a grandi au Sénégal, qui a fait toutes ses études au Sénégal. Les autres, ils avaient tous étudié à l'étranger, mais lui, il avait fait toutes ses études au Sénégal. Et pourtant, tous les gros scandales financiers, ils ont eu lieu pendant sa présidence. Donc, oui, je ne sais pas. On peut se poser la question, est-ce que c'est une erreur de gestion ou c'est vraiment voulu? Parce qu'il faut faire cette différence-là. Il y en a qui font... Moi, je pense que ce n'est pas des erreurs de gestion. Oui. Je pense que ce n'est pas une erreur de gestion. Je pense que c'était une mauvaise gestion, pas une erreur de gestion. Ok. D'accord. Écoute, merci d'être venu partager ton rapport à la lecture, ta passion pour la lecture. Je sens un feu panafricain qui sommeille en toi. Moi, j'ai appris pas mal de choses sur la Guinée. J'avoue que j'ai grandi au Sénégal, mais c'est pas un pays que je connais beaucoup, la Guinée. Donc, ça me fait plaisir que tu viennes nous donner ton point de vue. Ça me fait plaisir aussi de recevoir encore un homme pour la deuxième fois. C'est à moi de te remercier. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil que tu m'as réservé.
Et pour finir, si je peux me permettre, comme j'aime le dire toujours, il faut lire car c'est la clarté de l'esprit qui rend libre et qui sera apaisé aussi. Super. On a deux traditions à la fin de ce podcast. La première, c'est que je demande toujours à mon invité, est-ce qu'il y a une personne que tu penses que je devrais absolument inviter dans ce podcast? Oui, je penserais à Souleymane Diamanka, qui est un poète. J'ai déjà été à son spectacle. Vraiment, c'est quelqu'un qui jongle super bien avec les mots. Comme il aime le dire, les mots sont sont la voix des émotions. Et je pense que Souleymane Diamanka, c'est quelqu'un avec qui tu feras un bon podcast parce qu'il a cette facilité à manier les mots, surtout avec des sonorités, en spectacle en tout cas, avec des sonorités africaines, parce que lui, il estime que la poésie vient de l'oralité africaine. D'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui... Je ne connaissais pas, mais je vais me renseigner. Oui, il est très intéressant. Et la deuxième tradition de ce podcast, c'est que j'offre toujours un livre à mes invités. Ah oui. Et alors, ce n'est pas un livre que je choisis, c'est un livre qu'un autre invité choisit pour toi. Oui. Donc, et le livre qui a été choisi pour toi, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Alors, je ne sais pas si c'est un livre que tu connais. Merci, oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Tu as déjà entendu parler? Oui, tout à fait. Okay. Merci beaucoup. Écoute, le hasard a voulu que ce livre-là tombe entre tes mains. Donc, merci beaucoup. Voilà. C'est un plaisir. Super. Merci d'être venu, Mohamed. Je te remercie encore. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, prends 2 secondes pour t'abonner à ce podcast. Plus on est nombreux, plus je peux te proposer un contenu de qualité. Pense aussi à laisser une note ou un commentaire, ça fait vraiment la différence. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Si tu as aimé cet épisode, je te propose celui-ci ou alors celui-là.